Bonjour à tous. Bienvenue au Café Conférence Forestier 2024. Est-ce qu'on nous entend bien en ligne? Oui, on vous entend bien. Oui, parfait. Bienvenue à vous tous. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je me présente, je suis Justine Guélis, membre de l'exécutif de la FOR. Et j'ai avec moi aujourd'hui François Laliberté, François-Hugues Bernier et Marc-Claude Dussault de l'OIFQ. Nous avons quelques messages. Donc, pour le certificat de formation continue, les gens de la salle, vous devez signer la feuille de participation qui est à l'entrée. Puis les gens en ligne, vous devez vous inscrire sur le site de l'Ordre et vous assurer que votre nom est bien écrit dans Zoom pour que nous puissions vous identifier. Au dernier café conférence, on avait 3 personnes nommées iPhone. Pour la période de questions, pour les gens de la salle, vous n'aurez qu'à lever votre main et nous irons vous voir avec un micro pour que vous puissiez poser votre question. Puis pour les gens en ligne, vous devez l'inscrire dans la section conversation, puis on va la lire pour vous au moment. Aujourd'hui, comme présentateur, nous avons Jean-Gabriel Elie, qui est ingénieur forestier diplômé de l'Université Laval en 2001. En 2004, le même établissement lui décerne un diplôme de maîtrise en sciences forestières. De 2004 à 2009, il travaille à titre de professionnel de recherche au laboratoire de sylviculture de la Faculté de foresterie de l'Université Laval. Depuis 2009, il travaille à la direction des inventaires forestiers, d'abord comme membre de l'équipe des compilations et des statistiques, puis au sein de la division des orientations et des projets spéciaux, et finalement, depuis 2020, comme adjoint à la direction. Aujourd'hui, il va nous parler des orientations préliminaires du 6e inventaire écoforestier du Québec méridional. Bonne conférence. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis bien content d'être ici pour vous parler de ce qui s'en vient potentiellement au cours du prochain cycle d'inventaire. Donc, peut-être juste une petite mise en contexte avant de commencer pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec l'inventaire qu'on réalise au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Donc, il y a un inventaire, entre autres, la direction des inventaires forestiers réalise un inventaire périodique depuis les années 1970. Donc, présentement, on est rendu au 5e inventaire écoforestier et jusqu'à présent, on a cartographié 57% du territoire, donc un peu plus que la moitié du territoire. Évidemment, on s'entend la partie méridionale de la province. La fin du 5e inventaire est prévue en 2028 avec la livraison des derniers résultats de compilation dans la région 9, donc la région de la Côte-Nord. Et le nouveau cycle d'inventaire, donc le prochain cycle, le 6e cycle d'inventaire, lui, est prévu débuter en 2025, donc l'année prochaine, avec les premières prises de vue aériennes. Donc, vous remarquez qu'il y a toujours un chevauchement entre la fin d'un cycle d'inventaire et le cycle suivant, évidemment parce que le temps que ça prend pour réaliser un inventaire sur un territoire donné, c'est 4 ans. Donc, on part de la prise de vue, après ça, on fait la cartographie, le sondage, les compilations et la diffusion. Donc, ça prend 4 ans. Donc, il faut s'y prendre un peu plus à l'avance pour pouvoir planifier le début du prochain cycle. Donc, évidemment, nous, on n'a pas commencé ça cette année à penser au prochain cycle d'inventaire. La démarche ou les réflexions sur le système inventaire ont débuté à l'automne 2021. Puis dès le début du projet, dès le début de la démarche, on avait déjà statué sur différentes activités de consultation qu'on allait réaliser au cours de la période. Donc, je vais juste vous en présenter quelques-unes. Donc, il y a déjà eu un sondage d'intégration qui a été fait en décembre 2022 dernier. Donc, le sondage d'intégration, ça visait vraiment à, d'un, confirmer les clientèles et leurs besoins, mais également aussi de réaliser un portrait d'utilisation des données du 5e et quelles pourraient être les améliorations pour le 6e inventaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui a déjà été réalisé en décembre 2022. Ensuite de ça, il y a eu un atelier sur le 6e inventaire qui a été réalisé dans le cadre du Carrefour Forêt 2023, donc en avril dernier. Encore une fois, c'était un moment justement pour rencontrer les participants et également recueillir les commentaires, justement pour bonifier puis enrichir nos réflexions par rapport au 6e inventaire. Et finalement, la dernière activité de consultation, ça va être le sondage sur les orientations. Donc, le sondage est déjà en ligne, puis vous devriez recevoir normalement d'informations par rapport à ça, justement pour vous inviter à compléter le sondage pour recueillir vos commentaires. Évidemment, nous, on va faire une compilation des résultats, on va recueillir tous les commentaires, puis après ça, on va analyser tout pour voir qu'est-ce qu'on peut intégrer ou non, évidemment, en fonction des budgets qu'on a et des ressources qu'on a également. Puis évidemment, le sondage, je vous rappelle, c'est vraiment un exercice de consultation. Ce n'est pas quelque chose qui est final pour l'instant. Donc, on va vraiment attendre d'avoir tous les commentaires et les résultats du sondage avant de prendre des décisions. Donc, on est rendu maintenant à la présentation de la proposition des orientations. Donc, 2 types d'orientations.
Il y a des orientations générales dans un premier temps et par la suite, je vais passer aux orientations plus spécifiques. Donc, au niveau des orientations générales, 5 orientations proposées. La première, c'est de réaliser un inventaire écoforestier sur l'ensemble du territoire situé sous la limite territoriale des forêts attribuables, donc on appelle communément la limite nordique. Donc, dans ce contexte-là, pour cette orientation-là, il y a 2 éléments. Évidemment, il y a la portion cartographie. Donc, on propose d'utiliser le même territoire que ce qui a déjà été cartographié au 5e. Donc, la petite carte que vous voyez, c'est vraiment le même territoire que le 5e. Donc, vous remarquerez que l'UA 95-51 et le territoire forestier de la Basse-Côte-Nord ne sont pas prévus dans l'inventaire parce qu'il n'y a pas d'aménagement qui se réalise sur ces territoires-là. Donc, ça, c'est pour la portion cartographique. Pour le sondage, évidemment, c'est les mêmes territoires, les territoires d'UA et les agences qui vont être couvertes pour le prochain inventaire. Deuxième orientation, c'est de réaliser le cycle d'inventaire sur 13 ans. Présentement, le 5e inventaire est prévu à être réalisé sur 10 ans parce qu'on avait la capacité et on avait les moyens pour le faire. Là, par contre, pour le prochain cycle d'inventaire, nos budgets ne nous permettront pas de le faire sur 10 ans, donc on prévoit le faire sur une période un petit peu plus longue, donc sur 13. Sinon, orientation suivante, c'est de planifier l'inventaire sur des bases écologiques. En fait, ça, c'est déjà une orientation qu'on a implantée au début du 5e, c'est-à-dire qu'au lieu de planifier l'inventaire sur des limites plus administratives comme les unités d'aménagement, par exemple, comme c'était le cas au 4e, maintenant, on se base vraiment sur des unités plus écologiques. Donc, on part des régions forestières, des régions forestières. Puis à l'intérieur des régions forestières, on va venir découper le territoire en fonction des terres guides, donc des regroupements de régions écologiques qui vont nous permettre justement d'avoir des territoires qui sont beaucoup plus homogènes. Puis l'impact que ça a eu, entre autres, passer du 4e au 5e, c'est qu'on a pu réduire de beaucoup le nombre de placettes échantillons temporaires parce que maintenant, on sonde des territoires qui sont beaucoup plus homogènes. Donc, on a besoin de moins de placettes pour représenter le territoire. Donc, au 4e, on est passé d'environ 100 000 placettes temporaires à 40-45 000 au 5e. Donc, c'est déjà une baisse drastique là, en termes de nombre de placettes. Puis ces unités-là, on les appelle des unités de planification écologique, donc des UPE dans notre jargon. Donc, on propose de poursuivre dans cette voie-là. Prochaine orientation, c'est d'ouvrir des produits région par région. Donc, évidemment, ici, on parle de région forestière. Ça, c'est quelque chose qui nous a déjà été mentionné là, de certaines clientèles et qui étaient très contents d'avoir ça région par région au lieu d'avoir comme un coup de dos dans la carte, puis on diffuse l'information, une région dans le nord, une région dans le sud, etc. Puis ça va nous permettre évidemment aussi de répondre à l'engagement de synchronisation qu'on a avec le BFEC, c'est-à-dire de synchroniser le plus possible les calculs des possibilités forestières avec les nouvelles données d'inventaire qui sont disponibles. Et finalement, dernière orientation générale, c'est de maximiser l'intégration des technologies. Je dois vous dire que c'est quelque chose qu'on fait déjà au day-to-day, à la direction des inventaires forestiers. On est très, très, très à l'affût des nouvelles technologies qui sont disponibles, puis de voir comment est-ce qu'on peut les utiliser, les optimiser dans nos processus de travail. Mais on trouve ça quand même important de venir le mentionner puis que ça apparaisse dans un document officiel pour dire que oui, c'est quelque chose qu'on fait, puis on trouve ça très, très important de maximiser l'intégration des technologies dans nos processus. Donc, si je vais maintenant avec les orientations spécifiques, donc on va y aller par catégorie, par activité. Donc, première activité, cartographie et imagerie. Donc, 3 propositions à ce niveau-là. Première, c'est de poursuivre les développements à partir du LIDAR grâce à une deuxième couverture provinciale. Donc, ici, l'objectif, c'est vraiment de synchroniser le plus possible les acquisitions d'imagerie, donc le LIDAR et la photographie aérienne, parce qu'on sait qu'aussitôt qu'il y a des écarts entre les différents jeux de données, bien évidemment, ça amène un peu de bruit dans la précision et dans la qualité des résultats. Donc, on vise vraiment à le synchroniser. Évidemment, nous, le LIDAR, c'est quelque chose qui est très, très important là, dans ce qu'on fait, là. Entre autres pour certains projets qui ont besoin du LIDAR pour être fonctionnels. Donc, on parle entre autres de la carte dendrométrique LIDAR et également de la possibilité de photointerprétation qui ont besoin du LIDAR justement pour pouvoir être faisables. Évidemment, la poursuite d'une deuxième couverture d'acquisition LIDAR, ça va permettre également de conserver les gains, entre autres pour le ministère, entre autres pour l'efficience des processus, l'optimisation des processus, mais également conserver les bénéfices là, pour les différentes clientèles, parce qu'on sait qu'entre autres, les produits dérivés du LIDAR, ce sont des produits qui sont extrêmement utilisés là, pour la clientèle forestière. Donc, ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, c'est de poursuivre l'utilisation de l'approche ciblée de photointerprétation. Donc, ça, en fait, c'est une approche qu'on a développée au cours des 2 dernières années qui permet de cibler les peuplements qui vont être photointerprétés de nouveau lors du prochain cycle d'inventaire. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas maintenant l'ensemble des peuplements à rephotointerpréter si on juge qu'ils n'ont pas beaucoup changé depuis le dernier cycle d'inventaire. Donc, pour les cibler, ces peuplements-là, on va utiliser de la donnée LIDAR. On va venir comparer le LIDAR, le nouveau LIDAR avec l'information qu'on avait dans le cycle précédent.
Puis si on juge qu'il y a des écarts qui sont trop importants, soit en hauteur ou en densité, bien là, à ce moment-là, ça va nous allumer une lumière, puis on va se dire, ah, peut-être que si la densité et la hauteur ont changé beaucoup, probablement que la composition en essence aussi va avoir beaucoup changé. Donc, ces peuplements-là, on va les redonner à forte interprétation lors du cycle suivant. Mais dans le cas où il n'y a aucune différence de hauteur, aucune différence de densité, bien, on juge que la composition en essence va être la même. Donc, potentiellement, ces peuplements-là, on ne les renvoie pas en photo-interprétation. Il faut dire qu'il y a d'autres éléments aussi. Tous les peuplements qui ont été perturbés sont rephoto-interprétés. Je pense que les moins de 100 mètres aussi, d'emblée, sont rephoto-interprétés. Mais pour les peuplements plus matures, on a une façon de faire là, pour réduire justement. Puis évidemment, bien, ça a permis d'augmenter l'efficience du processus et surtout de réduire les coûts. Dans un contexte budgétaire toujours difficile, bien, ça nous permet de réduire les coûts un peu là, à ce niveau-là. Mais évidemment, il va y avoir des développements et des analyses qui sont à venir là, dans un contexte plus feuillu. Parce que là, présentement, on est rendu dans la portion plus résineuse, donc région 2, région 9, région 10. Donc, l'approche a été développée pour ces territoires-là. Mais évidemment, dans la forêt feuillue, on ne sait pas si ça va vraiment marcher. Peut-être, peut-être pas. Donc, il va falloir faire des analyses à ce niveau. Ensuite, troisième proposition, c'est d'évaluer la possibilité de bonifier la carte forestière dans les peuplements de 4 à 6 mètres. Donc, ça, évidemment, bon, c'est un peu récurrent comme besoin. On en entend beaucoup parler au cours des années. Donc, ici, ce qu'on propose, c'est de cibler la portion 4 à 6 mètres de la carte écoforestière. Puis, ce qu'on propose, c'est d'utiliser une liste de codes au lieu d'y aller juste avec les codes indéterminés, FX, RX, puis les codes de plantation, FZ, RZ. On propose de revenir un peu en arrière, un peu comme au quatrième, mais pas se rendre jusqu'à l'essence individuelle, mais au moins se rendre jusqu'à les codes de combinaison et d'association, c'est-à-dire les pins, les érables, les sapins, pas les sapins, mais les peupliers, par exemple. Donc, on propose, donc là, on a déjà une liste qui a été élaborée. Puis, cette année, dans la région 10, on va faire un projet pilote justement pour tester l'approche, pour voir comment est-ce que les fonds d'interprètes sont capables d'implanter ça dans leur façon de faire. Puis, est-ce que ça va beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps, etc. Donc, c'est des analyses qui sont en cours. Puis, évidemment, le résultat de ce projet pilote-là va évidemment nous permettre de dire si oui ou non on y va avec une bonification de l'information dans les 4 à 6 mètres de la carte. Ensuite, si on y va avec le contenu carto, donc tantôt, c'était vraiment la méthode carto et imagerie. Maintenant, on y va plus du côté de contenu carto. Donc, 2 propositions. La première, c'est d'adapter certaines variables de la carte écoforestière afin de répondre encore mieux aux besoins des utilisateurs. Donc, 2 propositions à ce niveau-là. La première, c'est d'abandonner les champs convertis, donc les champs de, entre guillemets, stratification 4e inventaire écoforestier. Parce que maintenant, au 5e, on a une nouvelle façon de faire, bien, depuis le début du 5e et la fin du 4e même. On a une façon beaucoup plus détaillée de décrire la carte écoforestière à l'essence individuelle, au mètre près, puis les proportions d'essence sont au 10 près. Puis, évidemment, quand on a fait la transition entre le 4e et le 5e, on voulait quand même garder, on voulait faciliter le travail des différents utilisateurs. Donc, on avait conservé des champs convertis, donc les données 5e en champ converti 4e. Mais là, au cours des prochaines années, on va passer la totalité du territoire en 5e inventaire, donc selon la façon plus précise. Donc, on juge que ce n'est plus à propos de conserver des champs convertis dans la carte écoforestière. Donc, évidemment, si on les retire, il va y avoir un impact sur, entre autres, le champ strat qui, lui, est formé à partir de ces champs convertis-là. Donc, il va falloir revoir un peu la façon de construire le champ strat. Puis, on propose également de quand même créer un nouveau champ synthèse parce qu'on sait qu'il y a quand même des besoins d'analyse pour des besoins d'agrégation, pour faire justement des analyses plus tactiques ou plus stratégiques. Là. Donc, on souhaite quand même proposer un nouveau champ synthèse. On ne sait pas encore ça va être quoi. Ça pourrait être les grands types de forêts, par exemple, ou des associations végétales, par exemple. Donc, tout ça va être développé là, au cours des prochains mois pour statuer qu'est-ce que statuera ce champ synthèse-là. Donc, ça, c'est la première proposition pour le contenu carto. La deuxième, c'est au niveau des classes d'âge aux 10 ans. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a fait beaucoup de modifications à la carte. On a créé des historiques de perturbations et des historiques de feu qui remontent jusqu'au siècle dernier. Et maintenant, on a toute l'information nécessaire justement pour venir vraiment donner un âge précis aux différents peuplements écoforestiers. Donc, on s'entend que bon, l'âge, ce n'est pas nécessairement une variable qui est facile à prendre pour le photo-interprète, c'est très contextuel avec l'âge des arbres et tout et tout. Donc là, maintenant, avec ces historiques-là, on a la capacité justement de venir donner des âges très précis aux différents peuplements écoforestiers. Donc, on propose de le ramener aux 10 ans au lieu d'y aller par classe de 20 ans. Puis, évidemment, ça va faciliter la suite pour les prochains cycles d'inventaire parce que là, on aura juste à faire le temps que ça a pris pour faire un cycle plus l'âge qui était là pour avoir un âge quand même assez précis. Donc, c'est la proposition à ce niveau-là.
Maintenant, si on y va au niveau du contenu et méthode de l'échantillonnage terrestre, donc le sondage terrestre. Donc, deux propositions. La première, c'est de poursuivre les prises de mesures actuelles dans les placettes d'échantillons temporaires. Donc, on a déjà fait des consultations par rapport à ça, entre autres à l'atelier, il y avait des questions par rapport à ça. Puis, on n'a pas eu de retour comme quoi il y avait des variables qui étaient inutiles, qui étaient vraiment impertinentes. Donc, on propose de poursuivre, de reconduire l'ensemble des variables du 5e au cycle suivant. Donc, ça, c'est pour les placettes d'échantillons temporaires, donc pas de changement à ce niveau-là. Par contre, dans le cas des placettes d'échantillons permanentes, bien là, on propose quelques ajustements. Donc, on propose premièrement d'abandonner la variable défaut indice de la carie, donc communément appelée les DIC. Donc, à ce niveau-là, là, il faut savoir que cette variable-là, ça permet de décrire le défaut le plus aggravant sur un arbre pour, par la suite, faire le lien avec la priorité de récolte ou la classification MSCR. Donc, c'est une règle qui est relativement subjective. Là, on s'entend sur un arbre, il peut y avoir plus qu'un défaut, puis identifier le bon qui est le plus aggravant pour après ça, identifier la priorité de récolte, ça peut être compliqué. Donc, c'est une règle qui est difficile, qui est longue à évaluer, donc qui requiert quand même un certain niveau d'expertise pour bien la mesurer. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que cette variable-là est très, très peu utilisée dans la modélisation, particulièrement dans les modèles en forêt feuillue, parce qu'évidemment, il y a beaucoup trop de codes. Là, on parle de tous les types de fentes, tous les types de fissures, tous les types de cavités. Donc, beaucoup trop de codes pour être utilisés dans les modèles. Puis, au final, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la classification MSCR ou la priorité de récolte. Puis, de toute façon, le lien qu'on peut faire entre les deux, c'est des éléments qu'on peut trouver dans d'autres dispositifs de recherche, là, entre autres ADRF, des dispositifs, je pense, dans les coûts partiels, qui prennent ces mesures-là. Les martellodromes aussi, on peut acquérir cette donnée-là aussi là, pour faire le lien entre les défauts et indices de la carie et la classification MSCR. Donc, les DIC, c'est une variable qui peut être utile dans certains cas, mais on juge que dans le cadre de l'IQM, c'est peut-être pas le bon véhicule, justement, pour mesurer cette variable. Donc, ça, c'est la première proposition. Évidemment, si on abandonne cette variable-là, ça libère un peu de temps pour prendre d'autres variables. Puis, il y a quand même d'autres besoins qui nous ont été énoncés, entre autres au niveau de la mesure des débris ligneux. Donc, ça aussi, c'est un besoin qui est quand même récurrent, entre autres pour le calcul des combustibles forestiers, pour des indicateurs écologiques, mais également pour le stockage du carbone, qui est un sujet assez in présentement. Puis même à la direction des inventaires forestiers, directement, on a quand même un certain intérêt par rapport à ça, parce que, bon, depuis décembre dernier, je ne sais pas si vous savez, mais on diffuse maintenant des données de biomasse et de carbone pour la partie aérienne marchande des arbres. Donc, c'est un premier pas. On a quand même l'ambition à la DIF de quantifier le carbone pour l'ensemble des pôles de l'écosystème, donc les racines, le sol, etc. Mais les débris ligneux en font également partie de ces pôles-là. Donc, on a quand même un intérêt à ce niveau-là. Puis, vous n'êtes peut-être pas sans savoir aussi qu'en 2017-2018, on avait effectivement commencé à mesurer les débris ligneux dans le cadre des placettes d'échantillons. Puis finalement, après 1 an ou 2 ans, on s'est rendu compte que la mesure de la façon qu'on la prenait, ce n'était pas optimal, puis on n'était pas en mesure de sortir une quantification de biomasse et de carbone associée. Donc, il y avait un biais de méthodologique là. Donc là, ce qu'on propose, c'est vraiment de refaire un pas en arrière, puis on propose vraiment une méthode qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, puis surtout qui est reconnue dans la littérature. En fait, on propose d'utiliser la même méthode qui est utilisée dans le cadre de l'inventaire forestier national, donc qui est une méthode là, qui utilise des transects perpendiculaires au centre de la placette, puis on mesure tous les débris qui se retrouvent sur ces transects-là. Puis, évidemment, dans le cadre de l'IFN, c'est reconnu, ils sont capables de sortir de la biomasse et du carbone là, pour les débris ligneux. Donc, on propose d'utiliser la même méthodologie. Donc, ça, c'est pour les débris ligneux. Troisième proposition, c'est d'acquérir des nouvelles connaissances dans les peuplements de moins de 100 mètres. Donc, tantôt, on avait une proposition de bonification dans la carte. C'est un peu la même chose, mais au niveau des placettes. Donc, ça aussi, c'est un besoin qui est récurrent, entre autres pour l'évolution des peuplements. Puis ici, ce qu'on propose de faire, c'est vraiment d'utiliser ce qu'on a déjà, donc les réseaux de placettes échantillons permanents qui sont déjà en place, puis d'instaurer un nouveau protocole lorsque les placettes permanentes tombent dans le moins de 5 mètres. Donc, c'est-à-dire après une coupe forestière, peuplement tombe en bas de 5 mètres, après une perturbation majeure, peuplement tombe en bas de 5 mètres. Dans ces cas-là, on va établir un nouveau protocole qui va nous permettre de ramasser des données dans du moins de 5 mètres. Puis une fois que le peuplement va avoir 5 mètres et plus, il va retourner dans un protocole de 5 mètres et plus, comme c'était le cas, avec potentiellement des bonifications là,
avec certaines données de moins de 100 mètres qui pourraient être conservées quand même. Donc, c'est la proposition pour le moins de 100 mètres. Maintenant, si on y va pour les compilations et échantillonnage terrestre, je répète ici échantillonnage terrestre parce qu'il y a quand même un élément de nombre de placettes là, qui va venir par la suite. Donc, la première proposition, c'est de moduler l'utilisation des méthodes d'analyse statistique selon les différents contextes forestiers. Donc, à la DIF, on a deux méthodes qui sont utilisées pour produire des résultats de compilation. On a l'approche qui est plus officielle, donc l'approche par KNN, qui permet d'associer les placettes qui ressemblent le plus à l'unité pour laquelle on veut obtenir des résultats. Puis après ça, on fait une moyenne des variables dendrométriques dans ces placettes-là pour obtenir les résultats. Donc, ça, c'est l'approche officielle qui est utilisée présentement, donc l'approche KNN. Et on a une deuxième approche qui a été développée au cours des dernières années qui s'appelle la carte dendrométrique LIDAR, donc qui est une approche par modèle de régression. Puis cette approche-là a été développée principalement pour les domaines bioclimatiques 5 et 6. Puis l'avantage de cette deuxième approche-là, c'est qu'elle requiert beaucoup, beaucoup moins de placettes que l'approche par KNN pour être fonctionnelle. Principalement, il y a besoin du LIDAR et quelques placettes pour calibrer le modèle. Donc, ici, ce qu'on propose, c'est vraiment en fonction du type de territoire. Donc, pour les territoires plus résineux, qui sont plus homogènes et pour laquelle la carte dendrométrique LIDAR a été développée, on propose d'utiliser cette approche-là. Donc, le domaine bioclimatique de la sapinière bouleau blanc et la pessière, mais également dans les domaines de la sapinière bouleau jaune, donc dans le cas des UPE, donc les unités de planification écologique pour lesquelles la proportion de peuplement SEPM et feuillet intérieur est supérieure à 75 %, donc dans les cas où c'est pratiquement tout résineux, on propose d'utiliser l'approche par modèle de régression. Par contre, dans les cas qui sont plus diversifiés, plus hétérogènes, donc les domaines bioclimatiques 1, 2, 3, donc érablière, on propose de poursuivre avec l'approche par KNN, de même que dans la sapinière bouleau jaune, dans les UPE, où la proportion de peuplement SEPM et FI est inférieure à 75 %. Donc, c'est la modulation qu'on propose là, pour le prochain cycle d'inventaire. Si on y va maintenant avec la deuxième proposition pour les compilations, donc c'est de diminuer le nombre de placettes d'échantillons temporaires en forêt publique. Il y a une baisse estimée de 49 % là, du nombre de placettes qui est proposé. Donc, passer de 39 000 actuellement, lorsqu'on va compléter le cinquième, à 20 000 placettes d'échantillons temporaires. Donc, pour faire ça, on propose dans les territoires qui vont être compilés avec l'approche KNN, de réduire entre 10 et 20 %. Donc, on a fait des analyses par rapport à ça. Puis on juge qu'il n'y aura pas de diminution de qualité parce qu'entre autres, les variables explicatives qui sont présentement utilisées, qu'on développe année après année pour être utilisées dans le KNN, permettent justement d'accroître la qualité des résultats. Donc, on peut se permettre d'avoir un peu moins de placettes quand même dans ces territoires-là. Puis, donc ça, c'est pour l'approche KNN. Pour l'approche par modèle de régression, on propose une réduction de 75 % du nombre de placettes d'échantillons temporaires et le 25 % restant va être utilisé principalement pour calibrer les différents modèles de régression. Donc, ça, c'est la proposition de diminution pour les placettes échantillons temporaires en forêt publique et en forêt privée. Ce qu'on propose, c'est de maintenir le même nombre que ce qui est prévu dans le cadre du cinquième inventaire, donc c'est-à-dire 4 000 placettes échantillons temporaires, ce qui peut paraître faible comme échantillonnage, mais c'est quand même suffisant pour réaliser des calculs de possibilités forestières. Il y a même une méthodologie particulière qui a été développée entre la DIF et les agences de forêt privée, justement pour s'assurer que ce qu'on livre comme résultat à partir des 4 000 placettes, ça répond vraiment à leurs besoins. Finalement, dernière proposition concernant les compilations, c'est de réviser le suivi des réseaux de placettes d'échantillons permanentes. Donc, ce qu'on propose ici, c'est, en fait, vous savez peut-être qu'à la DIF, on a plusieurs réseaux de placettes d'échantillons permanentes. Il y en a deux qui nous appartiennent complètement. On est responsable du maintien et de la poursuite de l'inventaire dans ces réseaux-là. Donc, le réseau de base 1 à gauche sur la petite carte, le réseau de base 2 à droite. Donc, le réseau de base 1, vous pouvez constater qu'il est complet sur l'ensemble du territoire selon différents niveaux d'échantillonnage du sud vers le nord. Le réseau de base 2, lui, l'implantation a été débutée en 89, si je ne me trompe pas. Puis en 94, il y a eu un moratoire, donc on a été obligé d'arrêter d'implanter les placettes de ce réseau-là. Puis ce que vous voyez sur la carte, les points en rouge, ce sont les points manquants. Donc, toutes les placettes qui n'ont pas été implantées dans le cadre de ce réseau-là. Donc, évidemment, c'est un peu limitant là, quand on veut utiliser les données de ce réseau-là.
entre autres dans le KNN, parce qu'aussitôt que pour un territoire donné, on veut utiliser les placettes d'échantillons permanentes pour le KNN, dans le cas du réseau de base 1, il n'y a pas de problème, c'est toujours représentatif du territoire. Mais dans le cas du réseau de base 2, où ceux qui ont un trou, bien là, c'est plus représentatif, donc on peut utiliser aucune placette pour un territoire donné s'il n'est pas complet. Donc, c'est quand même limitant pour ça. Puis là, ce qu'on propose, évidemment, en fonction des budgets qu'on va avoir, on ne sera évidemment pas en mesure de compléter la totalité du réseau base 2 parce qu'il en manque 3500 placettes au total. Mais on propose quand même de faire un petit pas par en avant et d'en implanter environ 800 là, au cours du 6e inventaire. Puis évidemment, on s'entend l'ajout de peu importe le nombre de placettes d'échantillons permanentes, c'est toujours un gain là, dans le cadre, entre autres, des changements climatiques et des modèles de croissance. Finalement, dernière activité de l'inventaire, donc diffusion. Donc, différentes propositions à ce niveau-là. Premièrement, adapter certains produits de diffusion de l'IQM afin de répondre encore mieux aux besoins des utilisateurs. Donc, 2 éléments par rapport à ça. Premièrement, par rapport à l'utilisation des tables relationnelles et des outils de manipulation de données. Donc, on sait que nous, à la direction, on diffuse nos données selon une structure de table relationnelle en raison principalement du volume de données qu'on a à diffuser. Hein, en quelque sorte, c'est la seule façon qu'on a pour diffuser un si grand volume de données. Puis on sait par ailleurs que les utilisateurs, ce n'est pas une façon de travailler qui est très, très naturelle pour eux, d'utiliser des tables relationnelles pour faire les joints de table et tout. Donc, évidemment, nous, à la direction, on a développé différents outils de manipulation des données, justement, pour faciliter l'utilisation de ces données-là. Donc, là, ce qu'on propose au 6e, c'est vraiment de donner encore plus de formation par rapport à, entre autres, l'outil pivot. C'est le nom qu'on donne à cet outil-là qui permet justement de convertir les tables relationnelles dans un fichier plat qu'on appelle, là, donc un enregistrement par peuplement. Donc, on propose de faire plus de formation justement pour informer les gens sur l'utilisation de ces tables relationnelles-là. Mais en parallèle, on propose également de produire nous-mêmes un fichier plat de base qui minimalement pourrait, par exemple, contenir les différentes variables utiles pour les planificateurs et les aménagistes. Donc, évidemment, on va consulter à ce niveau-là justement pour savoir qu'est-ce qui devrait être de base dans ce fichier plat-là. Mais évidemment, pour un utilisateur qui veut utiliser cette table-là et ça ne répond pas à ses besoins, bien, il y aura toujours le luxe d'utiliser l'outil pivot, justement, pour créer sa propre table avec les variables qu'il a besoin. Donc, ça, c'est la première proposition. Deuxième, c'est d'abandonner le classement actuel des jeux de données en fonction des attributs, bon, complète, non complète, transitoire, etc. Ça, c'est sur DDE, donc le dépôt de données éco-forestières du ministère, entre autres, et dans les produits intégrés découpés. Présentement, si on a une nouvelle cartographie 5e, mais qu'on n'a pas les compilations, on va déposer le territoire dans un répertoire qui s'appelle complète, qui s'appelle transitoire et ou non complète. Si on a la nouvelle carte et on a les nouvelles compilations, on va déposer ça dans le répertoire qui s'appelle complète. Puis une fois que le territoire est fini, on transfère ça dans les archives. Puis là, on sait que les utilisateurs n'ont pas nécessairement. C'est pas toujours facile de retrouver son territoire, de savoir où exactement. Donc là, on veut comme abandonner cette façon de faire-là et juste proposer 2 jeux de données. Le premier jeu de données, c'est un jeu de données strictement cartographique. Donc, ça ne serait pas le territoire complet méridional du Québec. Ça serait vraiment juste les peuplements pour lesquels il n'y a pas de nouvelles données de compilation. Donc, les peuplements pour lesquels on n'a pas encore de résultats de compilation qui se retrouveraient dans ce jeu de données-là. Et le deuxième jeu de données, lui, serait complet. Donc, si on n'a pas encore la carte, on n'a pas encore les nouvelles données de compilation 5e, bien, ça va être la carte 4e avec les compiles 4e. Puis, dans le cas où on a le nouveau jeu de données des compilations 5e, bien là, ça va être la carte 5e et les compiles 5e. Donc, pour l'utilisateur, c'est transparent. S'il veut avoir des données de compilation, il prend le deuxième jeu de données avec son territoire, puis il y a des données de compilation, que ce soit 4e, 5e ou même 6e prochainement. Donc, c'est la proposition pour ce point-là. Troisième proposition, d'uniformiser les formats et unités de découpage des produits diffusés. Donc, 2 éléments par rapport à ça. Donc, format de données, on propose d'abandonner progressivement les formats de données qui sont obsolètes dans le contexte d'un gouvernement ouvert pour lequel l'orientation, c'est de diffuser des données en format de données ouvertes. Là, on sait que nous, on a encore des shapefiles, on a encore certains jeux de données en MDB. Donc, on propose d'abandonner ces formats de données-là parce que ça s'en vient obsolète. Mais on propose tout de même de diffuser tous les produits en format ouvert, donc en GeoPackage.
Présentement, la plupart des produits sont diffusés en GeoPackage, mais il en reste encore quelques-uns. Donc, on propose de les convertir en totalité en GeoPackage, mais tout en conservant quand même le format GeoDatabase, qui est le GDB, donc le format GDB, qui est quand même utilisé là, passablement là, par les différents utilisateurs là, avec le format ici. Donc, ça on ne changera pas ça, on va quand même conserver les GeoDatabase. En termes d'unités de découpage territorial, ben là, on propose d'uniformiser les unités de découpage. Sur DDE, présentement, il y a différentes unités de découpage, entre autres là, par UA, par TFR, par agence, par provinciale, mais il y en a également d'autres par UPE, il y en a également par Forel, donc qui est une unité de 20 mètres par 20 mètres. Donc, on propose d'enlever les UPE puis les Forel, puis de se limiter à ces 4 unités-là. Sur Données Québec et Forêt ouverte, on propose d'uniformiser, mais par gamme de produits. Donc, pour les produits de l'IQM, ça va être un certain découpage. Pour les produits du LIDAR, un certain découpage. Et pour les produits du Magin, un certain découpage. Et on propose également d'uniformiser les index de téléchargement aux 250 000, 20 000 et par unité de drainage hydrique sur Forêt ouverte. Finalement, dernière proposition concernant l'activité de diffusion, c'est d'informer et soutenir efficacement les clientèles. Donc, on propose d'informer via, entre autres, les médias sociaux, l'infolette, l'inventaire en bref, les différents kiosques d'information dans le cadre d'événements officiels, par exemple, et le site québec.ca. Et on propose également de poursuivre et bonifier, entre autres, les rencontres d'accompagnement qu'on fait déjà, les formations ciblées, les différentes activités de communication, la production de capsules vidéo. On propose également de poursuivre la réalisation de sondages d'évaluation de la satisfaction. Également, continuer la diffusion sur nos 3 plateformes qui sont présentement utilisées, donc Dépôt DDE, Forêt ouverte et Données Québec. Et finalement, de continuer la diffusion de données gratuites qui respectent évidemment les lignes directrices du ministère et de Données Québec. Dernière diapositive, donc les prochaines étapes, c'est quoi? Premièrement, bien, ça va être, comme je vais parler au début, donc la réalisation du sondage. Donc, le sondage est présentement en ligne. Vous avez jusqu'au 23 février prochain pour y répondre. Donc, normalement, si vous êtes abonné, entre autres, là, pour les activités de communication, si vous êtes abonné à l'infolette, l'inventaire en bref de la DIF, vous devriez avoir reçu l'information. Il y a eu un communiqué aussi du UFU qui a été transmis également pour avoir l'information. Sinon, c'est principalement sur le site québec.ca que vous allez retrouver toute l'information pour répondre et les liens surtout pour répondre au sondage. À noter également qu'il va y avoir un webinaire le 9 février prochain, donc pas vendredi-ci, mais l'autre, le suivant, qui va reprendre un peu la même présentation qu'aujourd'hui. Une fois que le sondage va être complété, on va faire un rapport de consultation qui est prévu au printemps 2024. Donc, on va, comme je disais au début, on va compléter l'ensemble des résultats, recueillir les commentaires, bonifier ou poursuivre les analyses pour savoir qu'est-ce qu'on peut implanter, oui ou non. Ensuite de ça, il va y avoir la préparation pour l'approbation d'un document public sur les orientations finales qui est prévu en juin 2024. Et pour finir avec la diffusion du document public prévu en septembre prochain. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup. On serait rendu à la part des questions. Merci beaucoup. On avait 116 participants en ligne, donc merci. On serait rendu à la période des questions. On peut prendre des questions en salle ou en ligne. On peut les lire aussi. OK, bien, je vais commencer par une en ligne. Donc, on a Jean qui demande, va-t-on toujours avoir aussi les tables de compilation actuelles éclatées par essence liées à la couverture forestière par géocode? Oui. Oui, les résultats de compilation ne vont pas changer. Les 2 approches sont différentes, mais pour l'utilisateur, ça va être très transparent. Ça va être la même structure et le même format de données. Il n'y aura pas de différence entre les deux. Super, j'imagine que ça répond à la question. Ensuite, on a Denis qui demande, y a-t-il un objectif et ou un suivi de la précision des résultats, par exemple, volume par hectare par peuplement? Ben, quand on fait des compilations, on a toujours on fait toujours des comparaisons là, pour s'assurer que les résultats sont de bonne qualité. Là. On a toujours des façons de faire, là, entre autres là, avec le plan d'échantillonnage qu'on vient comparer pour s'assurer justement de la qualité des résultats. Donc, effectivement, oui, il y a toujours des comparaisons et des analyses qui sont faites pour justement statuer sur est-ce que les biais sont faibles ou élevés, est-ce que les R carrés sont faibles ou élevés. Donc, oui, on a toujours des méthodes d'analyse de la précision des résultats. Un, deux, ça marche? Oui.
Tu as parlé de l'amélioration de l'estimation de l'âge dans les peuplements avec les cartes de perturbation. Est-ce que les coupes font partie de ça ou c'est juste les feux? Non, les coupes font partie de ça aussi. OK. Vraiment, on a créé des historiques et de feux et de coupes également. Est-ce qu'il y a une étude disponible sur les écarts qui ont été observés entre les anciennes estimations d'âge puis les nouvelles? Savoir c'est quoi la nature des biais qu'on traîne depuis longtemps? Pas à ma ben, il y a peut-être les codes d'écologie qui ont fait des choses, là, mais je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Je ne suis pas certain. OK, merci. On a une autre question en ligne. À quel moment les données dans la zone de non-attribution des bois seront disponibles? Donc, à quel moment les données dans la... Oups, excusez. À quel moment les données dans la zone de non-attribution des bois seront disponibles? Non-attribution, on entend par les réserves, En fait, ça va suivre le cycle. Les données sont disponibles pour l'ensemble du territoire. Là. Peu importe qu'on se retrouve dans un territoire d'agence ou un territoire d'UA. Si on se retrouve dans une réserve ou peu importe, même des territoires qui n'ont pas d'aménagement sont quand même complets, puis il y a des résultats qui sont attribués à ces peuplements-là. Pour, évidemment, la partie sud de la limite nordique. Sinon, on a une autre question. Dans l'approche ciblée, quand les peuplements ne sont pas rephoto-interprétés pour les essences, est-ce que la hauteur densité est au moins réinterprétée avec le LIDAR s'il est pris en même temps? Absolument. Oui, c'est la chose qui est mise à jour, justement, en fonction du LIDAR. Donc, la composition va demeurer la même, mais le LIDAR va permettre de, justement, mettre à jour ces données. On a une dernière question en ligne. Pourrait-on utiliser l'IA pour interpréter certains résultats de l'inventaire lors du 6e décennal? Absolument. On a déjà des projets à ce niveau-là. Je ne les ai pas présentés, c'était plus dans les activités de perspective ou les projets de perspective, là. Mais on a présentement un projet en cours avec l'intelligence artificielle pour nous aider à automatiser l'identification des essences. Donc, le projet est en cours, on a fait quelques projets pilotes sur des petits territoires pour l'instant. On est rendu à un projet de plus grande envergure. Puis, certains algorithmes qui ont été définis, il y a certaines cartes qui ont été produites également. Donc, il reste encore du travail à faire, mais on avance dans ce dossier-là, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en ligne ou en salle? Bon, ben merci beaucoup, Jean-Gabriel. C'est la fin de notre café conférence forestier. On vous remercie pour votre présence et d'avoir participé en si grand nombre. Le prochain café conférence forestier sera le 27 février prochain, puis il portera sur le nouveau système de martelage en forêt feuillue et sera animé par Guillaume Moreau, qui est professeur au département. Puis l'enregistrement de la présentation se trouvera d'ici quelques jours sur le YouTube de l'OIFQ ou sur le site de l'OIFQ dans la section membres et activités passées. Donc, merci. Donc, bonjour à tous. Bienvenue au Café Conférence Forestier 2024. Est-ce qu'on nous entend bien en ligne? Oui, on vous entend bien. Oui, parfait. Donc, bienvenue à vous tous. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je me présente, je suis Justine Guélis, membre de l'exécutif de la FOR. Et j'ai avec moi aujourd'hui François Lalberté, François-Hugues Bernier et Marc-Claude Dussault de l'OIFQ. Nous avons quelques messages. Donc, pour le certificat de formation continue, les gens de la salle, vous devez signer la feuille de participation qui est à l'entrée. Puis les gens en ligne, vous devez vous inscrire sur le site de l'Ordre et vous assurer que votre nom est bien écrit dans Zoom pour que nous puissions vous identifier. Au dernier café conférence, on avait 3 personnes nommées iPhone. Pour la période de questions, pour les gens de la salle, vous n'aurez qu'à lever votre main et nous irons vous voir avec un micro pour que vous puissiez poser votre question. Puis pour les gens en ligne, vous devez l'inscrire dans la section conversation, puis on va la lire pour vous au moment. Aujourd'hui, comme présentateur, nous avons Jean-Gabriel Elie, qui est ingénieur forestier diplômé de l'Université Laval en 2001. En 2004, le même établissement lui décerne un diplôme de maîtrise en sciences forestières. De 2004 à 2009, il travaille à titre de professionnel de recherche au laboratoire de sylviculture de la Faculté de foresterie de l'Université Laval. Depuis 2009, il travaille à la direction des inventaires forestiers, d'abord comme membre de l'équipe des compilations et des statistiques, puis au sein de la division des orientations et des projets spéciaux, et finalement, depuis 2020, comme adjoint à la direction.
Aujourd'hui, il va nous parler des orientations préliminaires du 6e inventaire écoforestier du Québec méridional. Bonne conférence. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis bien content d'être ici pour vous parler de ce qui s'en vient potentiellement au cours du prochain cycle d'inventaire. Donc, peut-être juste une petite mise en contexte avant de commencer pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec l'inventaire qu'on réalise au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Donc, il y a un inventaire, entre autres, la Direction des inventaires forestiers réalise un inventaire périodique depuis les années 1970. Donc, présentement, on est rendu au 5e inventaire écoforestier et jusqu'à présent, on a cartographié 57% du territoire, donc un peu plus que la moitié du territoire. Là, évidemment, on s'entend la partie méridionale de la province. La fin du 5e inventaire est prévue en 2028 avec la livraison des derniers résultats de compilation dans la région 9, donc la région de la Côte-Nord. Et le nouveau cycle d'inventaire, donc le prochain cycle, le 6e cycle d'inventaire, lui, est prévu débuter en 2025, donc l'année prochaine, avec les premières prises de vue aériennes. Donc, vous remarquez qu'il y a toujours un chevauchement entre la fin d'un cycle d'inventaire et le cycle suivant, évidemment parce que le temps que ça prend pour réaliser un inventaire sur un territoire donné, c'est 4 ans. Donc, on part de la prise de vue, après ça, on fait la cartographie, le sondage, les compilations et la diffusion. Donc, ça prend 4 ans. Donc, il faut s'y prendre un peu plus à l'avance pour pouvoir planifier le début du prochain cycle. Donc, évidemment, nous, on n'a pas commencé ça cette année à penser au prochain cycle d'inventaire. La démarche ou les réflexions sur le système inventaire ont débuté à l'automne 2021. Puis dès le début du projet, dès le début de la démarche, on avait déjà statué sur différentes activités de consultation qu'on allait réaliser au cours de la période. Donc, je vais juste vous en présenter quelques-unes. Donc, il y a déjà eu un sondage d'intégration qui a été fait en décembre 2022 dernier. Donc, le sondage d'intégration, ça visait vraiment à, d'un, confirmer les clientèles et leurs besoins, mais également aussi de réaliser un portrait d'utilisation des données du 5e et quelles pourraient être les améliorations pour le 6e inventaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui a déjà été réalisé en décembre 2022. Ensuite de ça, il y a eu un atelier sur le 6e inventaire qui a été réalisé dans le cadre du Carrefour Forêt 2023, donc en avril dernier. Encore une fois, c'était un moment justement pour rencontrer les participants et également recueillir les commentaires, justement pour bonifier puis enrichir nos réflexions par rapport au 6e inventaire. Et finalement, la dernière activité de consultation, ça va être le sondage sur les orientations. Donc, le sondage est déjà en ligne, puis vous devriez recevoir normalement d'informations par rapport à ça, justement pour vous inviter à compléter le sondage pour recueillir vos commentaires. Évidemment, nous, on va faire une compilation des résultats, on va recueillir tous les commentaires, puis après ça, on va analyser tout pour voir qu'est-ce qu'on peut intégrer ou non, évidemment, en fonction des budgets qu'on a et des ressources qu'on a également. Puis évidemment, le sondage, je vous rappelle, c'est vraiment un exercice de consultation. Ce n'est pas quelque chose qui est final pour l'instant. Donc, on va vraiment attendre d'avoir tous les commentaires et les résultats du sondage avant de prendre des décisions. Donc, on est rendu maintenant à la présentation de la proposition des orientations. Donc, 2 types d'orientations. Il y a des orientations générales dans un premier temps et par la suite, je vais passer aux orientations plus spécifiques. Donc, au niveau des orientations générales, 5 orientations proposées. La première, c'est de réaliser un inventaire écoforestier sur l'ensemble du territoire situé sous la limite territoriale des forêts attribuables, donc on appelle communément la limite nordique. Donc, dans ce contexte-là, pour cette orientation-là, il y a 2 éléments. Évidemment, il y a la portion cartographie. Donc, on propose d'utiliser le même territoire que ce qui a déjà été cartographié au 5e. Donc, la petite carte que vous voyez, c'est vraiment le même territoire que le 5e. Donc, vous remarquerez que le UA 95-51 et le territoire forestier de la basse Côte-Nord ne sont pas prévus dans l'inventaire parce qu'il n'y a pas d'aménagement qui se réalise sur ces territoires-là. Donc, ça, c'est pour la portion cartographique. Pour le sondage, évidemment, c'est les mêmes territoires, les territoires d'UA et les agences qui vont être couvertes pour le prochain inventaire. Deuxième orientation, c'est de réaliser le cycle d'inventaire sur 13 ans. Présentement, le 5e inventaire est prévu à être réalisé sur 10 ans parce qu'on avait la capacité et on avait les moyens pour le faire. Là, par contre, pour le prochain cycle d'inventaire, nos budgets ne nous permettront pas de le faire sur 10 ans, donc on prévoit le faire sur une période un petit peu plus longue, donc sur 13. Sinon, orientation suivante, c'est de planifier l'inventaire sur des bases écologiques. En fait, ça, c'est déjà une orientation qu'on a implantée au début du 5e, c'est-à-dire qu'au lieu de planifier l'inventaire sur des limites plus administratives comme les unités d'aménagement, par exemple, comme c'était le cas au 4e, maintenant, on se base vraiment sur des unités plus écologiques. Donc, on part des régions forestières,
Puis à l'intérieur des régions forestières, on va venir découper le territoire en fonction des terres guides, donc des regroupements de régions écologiques qui vont nous permettre justement d'avoir des territoires qui sont beaucoup plus homogènes. Puis l'impact que ça a eu, entre autres, passer du 4e au 5e, c'est qu'on a pu réduire de beaucoup le nombre de placettes échantillons temporaires parce que maintenant, on sonde des territoires qui sont beaucoup plus homogènes. Donc, on a besoin de moins de placettes pour représenter le territoire. Donc, au 4e, on est passé d'environ 100 000 placettes temporaires à 40-45 000 au 5e. Donc, c'est déjà une baisse drastique là, en termes de nombre de placettes. Puis ces unités-là, on les appelle des unités de planification écologique, donc des UPE dans notre jargon. Donc, on propose de poursuivre dans cette voie-là. Prochaine orientation, c'est livrer des produits région par région. Donc, évidemment, ici, on parle de région forestière. Ça, c'est quelque chose qui nous a déjà été mentionné là, de certaines clientèles et qui étaient très contents d'avoir ça région par région au lieu d'avoir comme un coup de dos dans la carte, puis on diffuse l'information, une région dans le nord, une région dans le sud, etc. Puis ça va nous permettre évidemment aussi de répondre à l'engagement de synchronisation qu'on a avec le BFEC, c'est-à-dire de synchroniser le plus possible les calculs des possibilités forestières avec les nouvelles données d'inventaire qui sont disponibles. Et finalement, dernière orientation générale, c'est de maximiser l'intégration des technologies. Je dois vous dire que c'est quelque chose qu'on fait déjà au day-to-day, là, à la direction des inventaires forestiers. On est très, très, très à l'affût des nouvelles technologies qui sont disponibles, puis de voir comment est-ce qu'on peut les utiliser, les optimiser dans nos processus de travail. Mais on trouve ça quand même important de venir le mentionner puis que ça apparaisse dans un document officiel pour dire que oui, c'est quelque chose qu'on fait, et on trouve ça très, très important de maximiser l'intégration des technologies dans nos processus. Donc, si je vais maintenant avec les orientations spécifiques, donc on va y aller par catégorie, par activité. Donc, première activité, cartographie et imagerie. Donc, 3 propositions à ce niveau-là. Première, c'est de poursuivre les développements à partir du LIDAR grâce à une 2e couverture provinciale. Donc, ici, l'objectif, c'est vraiment de synchroniser le plus possible les acquisitions d'imagerie, donc le LIDAR et la photographie aérienne, parce qu'on sait qu'aussitôt qu'il y a des écarts entre les différents jeux de données, bien évidemment, ça amène un peu de bruit dans la précision et dans la qualité des résultats. Donc, on vise vraiment à le synchroniser. Évidemment, nous, le LIDAR, c'est quelque chose qui est très, très important là, dans ce qu'on fait, là. Entre autres pour certains projets qui ont besoin du LIDAR pour être fonctionnels. On parle entre autres de la carte dendrométrique LIDAR et également de la possibilité de photointerprétation qui ont besoin du LIDAR justement pour pouvoir être faisables. Évidemment, la poursuite d'une 2e couverture d'acquisition LIDAR, ça va permettre également de conserver les gains, entre autres pour le ministère, entre autres pour l'efficience des processus, l'optimisation des processus, mais également conserver les bénéfices là, pour les différentes clientèles, parce qu'on sait qu'entre autres, les produits dérivés du LIDAR, ce sont des produits qui sont extrêmement utilisés là, pour la clientèle forestière. Donc, ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, c'est de poursuivre l'utilisation de l'approche ciblée de photointerprétation. Donc, ça, en fait, c'est une approche qu'on a développée au cours des 2 dernières années qui permet de cibler les peuplements qui vont être photointerprétés de nouveau lors du prochain cycle d'inventaire. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas maintenant l'ensemble des peuplements à rephotointerpréter si on juge qu'ils n'ont pas beaucoup changé depuis le dernier cycle d'inventaire. Donc, pour les cibler, ces peuplements-là, on va utiliser la donnée LIDAR. On va venir comparer le LIDAR, le nouveau LIDAR avec l'information qu'on avait dans le cycle précédent. Puis, si on juge qu'il y a des écarts qui sont trop importants, soit en hauteur ou en densité, bien là, à ce moment-là, ça va nous allumer une lumière, puis on va se dire, ah, peut-être que si la densité et la hauteur ont changé beaucoup, probablement que la composition en essence aussi va avoir beaucoup changé. Donc, ces peuplements-là, on va les redonner à photointerprétation lors du cycle suivant. Mais dans le cas où il n'y a aucune différence de hauteur, aucune différence de densité, bien, on juge que la composition en essence va être la même. Donc, potentiellement, ces peuplements-là, on ne les renvoie pas en photointerprétation. Il faut dire qu'il y a d'autres éléments aussi. Tous les peuplements qui ont été perturbés sont rephotointerprétés. Je pense que les moins de 100 mètres aussi, d'emblée, sont rephotointerprétés. Mais pour les peuplements plus matures, on a une façon de faire là, pour réduire justement. Puis évidemment, bien ça a permis d'augmenter l'efficience du processus et surtout de réduire les coûts. Dans un contexte budgétaire toujours difficile, ça nous permet de réduire les coûts un peu là, à ce niveau-là. Mais évidemment, il va y avoir des développements et des analyses qui sont à venir là, dans un contexte plus feuillu, parce que là, présentement, on est rendu dans la portion plus résineuse, donc région 2, région 9, région 10. Donc, l'approche a été développée pour ces territoires-là. Mais évidemment, dans la forêt feuillue, on ne sait pas si ça va vraiment marcher. Peut-être, peut-être pas. Donc, il va falloir faire des analyses à ce niveau. Ensuite, troisième proposition, c'est d'évaluer la possibilité de bonifier la carte forestière dans les peuplements de 4 à 6 mètres. Donc, ça, évidemment, bon, c'est un peu récurrent comme besoin. On en entend beaucoup parler au cours des années. Donc, ici, ce qu'on propose, c'est de cibler la portion 4 à 6 mètres de la carte écoforestière.
Puis ce qu'on propose, c'est d'utiliser une liste de codes au lieu d'y aller juste avec les codes indéterminés, FX, ARX, puis les codes de plantation, FZ, ARZ. On propose de revenir un peu en arrière, un peu comme au quatrième, mais pas se rendre jusqu'à l'essence individuelle, mais au moins se rendre jusqu'à les codes de combinaison et d'association, c'est-à-dire les pins, les érables, les sapins, pas les sapins, mais les peupliers, par exemple. Donc, on propose, donc là, on a déjà une liste qui a été élaborée. Puis, cette année, dans la région 10, on va faire un projet pilote justement pour tester l'approche, pour voir comment est-ce que les fonds d'interprètes sont capables d'implanter ça dans leur façon de faire. Puis, est-ce que ça prend beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps, etc. Donc, c'est des analyses qui sont en cours. Puis, évidemment, le résultat de ce projet pilote-là va évidemment nous permettre de dire si oui ou non on y va avec une bonification de l'information dans les 4 à 6 mètres de la carte. Ensuite, si on y va avec le contenu Carto, donc tantôt c'était vraiment la méthode Carto et imagerie. Maintenant, on y va plus du côté de contenu Carto. Donc, 2 propositions. La première, c'est d'adapter certaines variables de la carte écoforestière afin de répondre encore mieux aux besoins des utilisateurs. Donc, 2 propositions à ce niveau-là. La première, c'est d'abandonner les champs convertis, donc les champs de, entre guillemets, stratification 4e inventaire écoforestier. Parce que maintenant, au 5e, on a une nouvelle façon de faire, depuis le début du 5e et la fin du 4e même. On a une façon beaucoup plus détaillée de décrire la carte écoforestière à l'essence individuelle, au mètre près, puis les proportions d'essence sont au 10% près. Puis, évidemment, quand on a fait la transition entre le 4e et le 5e, on voulait quand même garder, on voulait faciliter le travail des différents utilisateurs. Donc, on avait conservé les champs convertis, donc les données 5e en champs convertis 4e. Mais là, au cours des prochaines années, on va passer la totalité du territoire en 5e inventaire, donc selon la façon plus précise. Donc, on juge que ce n'est plus à propos de conserver des champs convertis dans la carte écoforestière. Donc, évidemment, si on les retire, il va avoir un impact sur, entre autres, le champ strat qui, lui, est formé à partir de ces champs convertis-là. Donc, il va falloir revoir un peu la façon de construire le champ strat. Puis, on propose également de quand même créer un nouveau champ synthèse parce qu'on sait qu'il y a quand même des besoins d'analyse pour des besoins d'agrégation, pour faire justement des analyses plus tactiques ou plus stratégiques. Là. Donc, on souhaite quand même proposer un nouveau champ synthèse. On ne sait pas encore ça va être quoi. Ça va être les grands types de forêts, par exemple, ou des associations végétales, par exemple. Donc, tout ça, ça va être développé là, au cours des prochains mois pour statuer qu'est-ce que ça sera ce champ synthèse-là. Donc, ça, c'est la première proposition pour le contenu Carto. La deuxième, c'est au niveau des classes d'âge aux 10 ans. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a fait beaucoup de modifications à la carte. On a créé des historiques de perturbations et des historiques de feu qui remontent jusqu'au siècle dernier. Et maintenant, on a toute l'information nécessaire justement pour venir vraiment donner un âge précis aux différents peuplements écoforestiers. Donc, on s'entend que l'âge, ce n'est pas nécessairement une variable qui est facile à prendre pour le photo-interprète, c'est très contextuel avec l'âge des arbres et tout. Donc là, maintenant, avec ces historiques-là, on a la capacité justement de venir donner des âges très précis aux différents peuplements écoforestiers. Donc, on propose de le ramener aux 10 ans au lieu d'y aller par classe de 20 ans. Puis, évidemment, ça va faciliter la suite pour les prochains cycles d'inventaire parce que là, on aura juste à faire le temps que ça a pris pour faire un cycle plus l'âge qui était là pour avoir un âge quand même assez précis. Donc, c'est la proposition à ce niveau-là. Maintenant, si on y va au niveau du contenu et méthode de l'échantillonnage terrestre, donc le sondage terrestre. Donc, 2 propositions. La première, c'est de poursuivre les prises de mesures actuelles dans les placettes d'échantillons temporaires. Donc, on a déjà fait des consultations par rapport à ça, entre autres à l'atelier, il y avait des questions par rapport à ça. Puis, on n'a pas eu de retour, comme quoi il y avait des variables qui étaient inutiles, qui étaient vraiment impertinentes. Donc, on propose de poursuivre, de reconduire l'ensemble des variables du 5e au cycle suivant. Donc, ça, c'est pour les placettes d'échantillons temporaires, donc pas de changement à ce niveau-là. Par contre, dans le cas des placettes d'échantillons permanentes, là, on propose quelques ajustements. Donc, on propose premièrement d'abandonner la variable défaut indice de la carie, donc communément appelée les DIC. Donc, à ce niveau-là, il faut savoir que cette variable-là, ça permet de décrire le défaut le plus aggravant sur un arbre pour, par la suite, faire le lien avec la priorité de récolte ou la classification MSCR. Donc, c'est une règle qui est relativement subjective. Là, on s'entend sur un arbre, il peut avoir plus qu'un défaut, puis identifier le bon qui est le plus aggravant pour après ça identifier la priorité de récolte, ça peut être compliqué. Donc, c'est une règle qui est difficile, qui est longue à évaluer, donc qui requiert quand même un certain niveau d'expertise pour bien la mesurer. Donc, ça, c'est une chose.
La deuxième chose, c'est que cette variable-là est très, très peu utilisée dans la modélisation, particulièrement dans les modèles en forêt feuillue, parce qu'évidemment, il y a beaucoup trop de codes. Là, on parle de tous les types de fentes, tous les types de fissures, tous les types de cavités. Donc, beaucoup trop de codes pour être utilisés dans les modèles. Puis, au final, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la classification MSCR ou la priorité de récolte. Puis, de toute façon, le lien qu'on peut faire entre les deux, c'est des éléments qu'on peut trouver dans d'autres dispositifs de recherche, entre autres ADRF, ils ont des dispositifs, je pense, dans les coupes partielles, qui prennent ces mesures-là. Les martellodromes aussi, on peut acquérir cette donnée-là aussi là, pour faire le lien entre les défauts et les Zachary et la classification MSCR. Donc, les DIC, c'est une variable qui peut être utile dans certains cas, mais on juge que dans le cadre de l'IQM, ce n'est peut-être pas le bon véhicule justement pour mesurer cette variable. Donc, ça, c'est la première proposition. Évidemment, si on abandonne cette variable-là, ça libère un peu de temps pour prendre d'autres variables. Puis, il y a quand même d'autres besoins qui nous ont été énoncés, entre autres au niveau de la mesure des débris ligneux. Donc, ça aussi, c'est un besoin qui est quand même récurrent, entre autres pour le calcul des combustibles forestiers, pour des indicateurs écologiques, mais également pour le stockage du carbone, qui est un sujet assez in présentement. Puis même à la direction des inventaires forestiers, directement, on a quand même un certain intérêt par rapport à ça, parce que, bon, depuis décembre dernier, je ne sais pas si vous savez, mais on diffuse maintenant des données de biomasse et de carbone pour la partie aérienne marchande des arbres. Donc, c'est un premier pas. On a quand même l'ambition à la DIF de quantifier le carbone pour l'ensemble des pôles de l'écosystème, donc les racines, le sol, etc. Mais les débris ligneux en font également partie de ces pôles-là. Donc, on a quand même un intérêt à ce niveau-là. Puis, vous n'êtes peut-être pas sans savoir aussi qu'en 2017-2018, on avait effectivement commencé à mesurer les débris ligneux dans le cadre des placettes d'échantillons. Puis finalement, après 1 an ou 2 ans, on s'est rendu compte que la mesure de la façon qu'on la prenait, ce n'était pas optimal, puis on n'était pas en mesure de sortir une quantification de biomasse et de carbone associé. Donc, il y avait un biais de méthodologique là. Donc là, ce qu'on propose, c'est vraiment de refaire un pas en arrière, puis on propose vraiment une méthode qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, puis surtout qui est reconnue dans la littérature. En fait, on propose d'utiliser la même méthode qui est utilisée dans le cadre de l'inventaire forestier national, donc qui est une méthode qui utilise des transects perpendiculaires au centre de la placette, puis on mesure tous les débris qui se retrouvent sur ces transects-là. Puis, évidemment, dans le cadre de l'IFN, c'est reconnu qu'ils sont capables de sortir de la biomasse et du carbone là, pour les débris ligneux. Donc, on propose d'utiliser la même méthodologie. Donc, ça, c'est pour les débris ligneux. Troisième proposition, c'est d'acquérir des nouvelles connaissances dans les peuplements de moins de 100 mètres. Donc, tantôt, on avait une proposition de bonification dans la carte. C'est un peu la même chose, mais au niveau des placettes. Donc, ça aussi, c'est un besoin qui est récurrent, entre autres pour l'évolution des peuplements. Puis ici, ce qu'on propose de faire, c'est vraiment d'utiliser ce qu'on a déjà, donc les réseaux de placettes échantillons permanentes qui sont déjà en place, puis d'instaurer un nouveau protocole lorsque les placettes permanentes tombent dans le moins de 5 mètres. Donc, c'est-à-dire après une coupe forestière, peuplement tombe en bas de 5 mètres, après une perturbation majeure, peuplement tombe en bas de 5 mètres. Dans ces cas-là, on va établir un nouveau protocole qui va nous permettre de ramasser des données dans du moins de 5 mètres. Puis une fois que le peuplement va avoir 5 mètres et plus, il va retourner dans un protocole de 5 mètres et plus, comme c'était le cas, avec potentiellement des bonifications là, avec certaines données de moins de 5 mètres qui pourraient être conservées quand même. Donc, c'est la proposition pour le moins de 5 mètres. Maintenant, si on y va pour les compilations et échantillonnage terrestre, je répète ici échantillonnage terrestre parce qu'il y a quand même un élément de nombre de placettes là, qui va venir par la suite. Donc, la première proposition, c'est de moduler l'utilisation des méthodes d'analyse statistique selon les différents contextes forestiers. Donc, à la DIF, on a deux méthodes qui sont utilisées pour produire des résultats de compilation. On a l'approche qui est plus officielle, donc l'approche par KNN, qui permet d'associer les placettes qui ressemblent le plus à l'unité pour laquelle on veut obtenir des résultats. Puis après ça, on fait une moyenne des variables dendrométriques dans ces placettes-là pour obtenir un résultat. Donc, ça, c'est l'approche officielle qui est utilisée présentement, donc l'approche KNN. Et on a une deuxième approche qui a été développée au cours des dernières années qui s'appelle la carte dendrométrique LIDAR, donc qui est une approche par modèle de régression. Puis, cette approche-là a été développée principalement pour les domaines bioclimatiques 5 et 6. Puis, l'avantage de cette deuxième approche-là, c'est qu'elle requiert beaucoup, beaucoup moins de placettes que l'approche par KNN pour être fonctionnelle. Principalement, elle a besoin du LIDAR et quelques placettes pour calibrer le modèle.
Donc, ici, ce qu'on propose, c'est vraiment en fonction du type de territoire. Donc, pour les territoires plus résineux, qui sont plus homogènes et pour laquelle la carte d'environnementalité, etc., a été développée, on propose d'utiliser cette approche-là. Donc, domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc et la pessière, mais également dans les domaines de la sapinière à bouleau jaune, donc dans le cas des UPE, donc les unités de planification écologique, pour lesquelles la proportion de peuplement SEPM et feuillet terrain supérieure à 75 %, donc dans les cas où c'est pratiquement tout résineux, on propose d'utiliser l'approche par modèle de régression. Par contre, dans les cas qui sont plus diversifiés, plus hétérogènes, donc les domaines bioclimatiques 1, 2, 3, donc érablière, on propose de poursuivre avec l'approche par KNN, de même que dans la sapinière à bouleau jaune, dans les UPE, où la proportion de peuplement SEPM et FI est inférieure à 75 %. Donc, c'est la modulation qu'on propose là, pour le prochain cycle d'inventaire. Si on y va maintenant avec la deuxième proposition pour les compilations, donc c'est de diminuer le nombre de placettes d'échantillons temporaires en forêt publique. Il y a une baisse estimée de 49 % là, du nombre de placettes qui est proposé. Donc, passer de 39 000 actuellement, lorsqu'on va compléter le 5e, à 20 000 placettes d'échantillons temporaires. Donc, pour faire ça, on propose dans les territoires qui vont être compilés avec l'approche KNN, de réduire entre 10 et 20 %. Donc, on a fait des analyses par rapport à ça, puis on juge qu'il n'y aura pas de diminution de qualité parce qu'entre autres, les variables explicatives qui sont présentement utilisées, qu'on développe année après année pour être utilisées dans le KNN, permettent justement d'accroître la qualité des résultats. Donc, on peut se permettre d'avoir un peu moins de placettes quand même dans ces territoires-là. Puis, donc ça, c'est pour l'approche KNN. Pour l'approche par modèle de régression, on propose une réduction de 75 % du nombre de placettes d'échantillons temporaires et le 25 % restant va être utilisé principalement pour calibrer les différents modèles de régression. Donc, ça, c'est la proposition de diminution pour les placettes échantillons temporaires en forêt publique. Et en forêt privée, ce qu'on propose, c'est de maintenir le même nombre que ce qui est prévu dans le cadre du 5e inventaire, donc c'est-à-dire 4 000 placettes d'échantillons temporaires. Ce qui peut paraître faible comme échantillonnage, mais c'est quand même suffisant pour réaliser des calculs de possibilités forestières. Il y a même une méthodologie particulière qui a été développée entre la DIF et les agences de forêt privée, justement pour s'assurer que ce qu'on livre comme résultat à partir des 4 000 placettes, ça répond vraiment à leurs besoins. Finalement, dernière proposition concernant les compilations, c'est de réviser le suivi des réseaux de placettes d'échantillons permanentes. Donc, ce qu'on propose ici, c'est, en fait, vous savez peut-être qu'à la DIF, on a plusieurs réseaux de placettes d'échantillons permanentes. Il y en a 2 qui nous appartiennent complètement. On est responsable du maintien et de la poursuite de l'inventaire dans ces réseaux-là. Donc, le réseau de base 1 à gauche sur la petite carte, le réseau de base 2 à droite. Donc, le réseau de base 1, vous pouvez constater qu'il est complet sur l'ensemble du territoire selon différents niveaux d'échantillonnage du sud vers le nord. Le réseau de base 2, lui, l'implantation a été débutée en 89, si je ne me trompe pas. Puis en 94, il y a eu un moratoire, donc on a été obligé d'arrêter d'implanter les placettes de ce réseau-là. Puis ce que vous voyez sur la carte, les points en rouge, ce sont les points manquants. Donc, toutes les placettes qui n'ont pas été implantées dans le cadre de ce réseau-là. Donc, évidemment, c'est un peu limitant là, quand on veut utiliser les données de ce réseau-là, entre autres dans le KNN, parce qu'aussitôt que pour un territoire donné, on veut utiliser les placettes d'échantillons permanentes pour le KNN. Dans le cas du réseau de base 1, il n'y a pas de problème, c'est toujours représentatif du territoire. Mais dans le cas du réseau de base 2, où ceux qui ont un trou, là, c'est plus représentatif. Donc, on ne peut utiliser aucune placette pour un territoire donné s'il n'est pas complet. Donc, c'est quand même limitant pour ça. Puis là, ce qu'on propose, évidemment, en fonction des budgets qu'on va avoir, on ne sera évidemment pas en mesure de compléter la totalité du réseau base 2 parce qu'il en manque 3 500 placettes au total. Mais on propose quand même de faire un petit pas par en avant et d'en implanter environ 800 là, au cours du 6e inventaire. Puis évidemment, on s'entend l'ajout peu importe le nombre de placettes d'échantillons permanentes, c'est toujours un gain là, dans le cadre, entre autres, des changements climatiques et des modèles de croissance. Finalement, dernière activité de l'inventaire, donc diffusion. Donc, différentes propositions à ce niveau-là. Premièrement, adapter certains produits de diffusion de l'IQM afin de répondre encore mieux aux besoins des utilisateurs. Donc, 2 éléments par rapport à ça. Premièrement, par rapport à l'utilisation des tables relationnelles et des outils de manipulation de données. Donc, on sait que nous, à la direction, on diffuse nos données selon une structure de table relationnelle.
en raison principalement du volume de données qu'on a à diffuser. Hein. En quelque sorte, c'est la seule façon qu'on a pour diffuser un si grand volume de données. Puis on sait par ailleurs que les utilisateurs, ce n'est pas une façon de travailler qui est très, très naturelle pour eux, d'utiliser des tables relationnelles pour faire les joints de table et tout. Donc, évidemment, nous, à la direction, on a développé différents outils de manipulation des données, justement, pour faciliter l'utilisation de ces données-là. Donc là, ce qu'on propose au 6e, c'est vraiment de donner encore plus de formation par rapport à, entre autres, l'outil pivot. C'est le nom qu'on donne à cet outil-là qui permet justement de convertir les tables relationnelles dans un fichier plat qu'on appelle, là, donc un enregistrement par peuplement. Donc, on propose de faire plus de formations justement pour informer les gens sur l'utilisation de ces tables relationnelles-là. Mais en parallèle, on propose également de produire nous-mêmes un fichier plat de base qui, minimalement, pourrait, par exemple, contenir les différentes variables utiles pour les planificateurs et les aménagistes. Donc, évidemment, on va consulter à ce niveau-là, justement, pour savoir qu'est-ce qui devrait être de base dans ce fichier plat-là. Mais évidemment, pour un utilisateur qui veut utiliser cette table-là et ça ne répond pas à ses besoins, ben, il y aura toujours le luxe d'utiliser l'outil pivot, justement, pour créer sa propre table avec les variables qu'il a besoin. Donc, ça, c'est la première proposition. Deuxième, c'est d'abandonner le classement actuel des jeux de données en fonction des attributs, bon, complète, non complète, transitoire, etc. Ça, c'est sur DDE, donc le dépôt de données écoforestières du ministère, entre autres, et dans les produits intégrés découpés. Présentement, si on a une nouvelle cartographie 5e, mais qu'on n'a pas les compilations, on va déposer le territoire dans un répertoire qui s'appelle complète, qui s'appelle transitoire et ou non complète. Si on a la nouvelle carte et on a les nouvelles compilations, on va déposer ça dans le répertoire qui s'appelle complète. Puis une fois que le territoire est fini, on transfère ça dans les archives. Puis là, on sait que les utilisateurs n'ont pas nécessairement. C'est pas toujours facile de retrouver son territoire, de savoir il est où exactement. Donc là, on veut comme abandonner cette façon de faire-là et juste proposer 2 jeux de données. Le premier jeu de données, c'est un jeu de données strictement cartographique. Donc, ça ne serait pas le territoire complet méridional du Québec. Ça serait vraiment juste les peuplements pour lesquels il n'y a pas de nouvelles données de compilation. Donc, les peuplements pour lesquels on n'a pas encore de résultats de compilation qui se retrouveraient dans ce jeu de données-là. Et le deuxième jeu de données, lui, serait complet. Donc, si on n'a pas encore la carte, on n'a pas encore les nouvelles données de compilation 5e, bien, ça va être la carte 4e avec les compiles 4e. Puis, dans le cas où on a le nouveau jeu de données des compilations 5e, bien là, ça va être la carte 5e et les compiles 5e. Donc, pour l'utilisateur, c'est transparent. S'il veut avoir des données de compilation, il prend le deuxième jeu de données avec son territoire, puis il y a des données de compilation, que ce soit 4e, 5e ou même 6e prochainement. Donc, c'est la proposition pour ce point-là. Troisième proposition, d'uniformiser les formats et unités de découpage des produits diffusés. Donc, 2 éléments par rapport à ça. Donc, format de données, on propose d'abandonner progressivement les formats de données qui sont obsolètes dans le contexte d'un gouvernement ouvert pour lequel l'orientation, c'est de diffuser des données en format de données ouvertes. Ben là, on sait que nous, on a encore des shapefiles, on a encore certains jeux de données en MDB. Donc, on propose d'abandonner ces formats de données-là parce que ça s'en vient obsolète. Mais on propose tout de même de diffuser tous les produits en format ouvert, donc en GeoPackage. Présentement, la plupart des produits sont diffusés en GeoPackage, mais il en reste encore quelques-uns. Donc, on propose de les convertir en totalité en GeoPackage, mais tout en conservant quand même le format GeoDatabase, qui est le GDB, donc le format GDB, qui est quand même utilisé passablement par les différents utilisateurs avec le format ici. Donc, ça on ne changera pas ça, on va quand même conserver les GeoDatabase. En termes d'unités de découpage territorial, bien là, on propose d'uniformiser les unités de découpage. Sur DDE, présentement, il y a différentes unités de découpage, entre autres là, par UA, par TFR, par agence, par provinciale, mais il y en a également d'autres par UPE, il y en a également par Forel, donc qui est une unité de 20 mètres par 20 mètres. Donc, on propose d'enlever les UPE et les Forel, puis de se limiter à ces 4 unités-là. Sur Données Québec et Forêt ouverte, on propose d'uniformiser, mais par gamme de produits. Donc, pour les produits de l'IQM, ça va être un certain découpage. Pour les produits du LIDAR, un certain découpage. Et pour les produits d'imagerie, un certain découpage. Et on propose également d'uniformiser les index de téléchargement aux 250 000, 20 000 et par unité de drainage hydrique sur Forêt ouverte. Finalement, dernière proposition concernant l'activité de diffusion, c'est d'informer et soutenir efficacement les clientèles. Donc, on propose d'informer via, entre autres, les médias sociaux, l'infolette, l'inventaire en bref,
les différents kiosques d'information dans le cadre d'événements officiels, par exemple, et le site québec.ca. Et on propose également de poursuivre et bonifier, entre autres, les rencontres d'accompagnement qu'on fait déjà, les formations ciblées, les différentes activités de communication, la production de capsules vidéo. On propose également de poursuivre la réalisation de sondages d'évaluation de la satisfaction. Également, continuer la diffusion sur nos 3 plateformes qui sont présentement utilisées, donc Dépôt DDE, Forêt ouverte et Données Québec. Et finalement, de continuer la diffusion de données gratuites qui respectent évidemment les lignes directrices du ministère et de Données Québec. Dernière diapositive, donc les prochaines étapes, c'est quoi? Premièrement, bien, ça va être, comme je vais parler au début, donc la réalisation du sondage. Donc, le sondage est présentement en ligne. Vous avez jusqu'au 23 février prochain pour y répondre. Donc, normalement, si vous êtes abonné, entre autres, là, pour les activités de communication, si vous êtes abonné à l'infolette, l'inventaire en bref de la DIF, vous devriez avoir reçu l'information. Il y a eu un communiqué aussi du UFU qui a été transmis également pour avoir l'information. Sinon, c'est principalement sur le site québec.ca que vous allez retrouver toute l'information pour répondre et les liens surtout pour répondre au sondage. À noter également qu'il va y avoir un webinaire le 9 février prochain, donc pas vendredi-ci, mais l'autre, le suivant, qui va reprendre un peu la même présentation qu'aujourd'hui. Une fois que le sondage va être complété, on va faire un rapport de consultation qui est prévu au printemps 2024. Donc, on va, comme je disais au début, on va compléter l'ensemble des résultats, puis recueillir les commentaires, bonifier ou poursuivre les analyses pour savoir qu'est-ce qu'on peut implanter, oui ou non. Ensuite de ça, il va y avoir la préparation et l'approbation d'un document public sur les orientations finales qui est prévu en juin 2024. Et pour finir avec la diffusion du document public prévu en septembre prochain. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup. On serait rendu à la part des questions. Merci beaucoup. On avait 116 participants en ligne, donc merci. On serait rendu à la période des questions. On peut prendre des questions en salle ou en ligne. On peut les lire aussi. OK, bien, je vais commencer par une en ligne. Donc, on a Jean qui demande, va-t-on toujours avoir aussi l'étape de compilation actuelle éclatée par essence liée à la couverture forestière par géocode? Oui. Oui, les résultats de compilation ne vont pas changer. Les 2 approches sont différentes, mais pour l'utilisateur, ça va être traité transparent, ça va être la même structure et le même format de données. Il n'y aura pas de différence entre les deux. Super, j'imagine que ça répond à la question. Ensuite, on a Denis qui demande, y a-t-il un objectif et ou un suivi de la précision des résultats, par exemple, volume par hectare par peuplement? Quand on fait des compilations, on a toujours on fait toujours des comparaisons là, pour s'assurer que les résultats sont de bonne qualité. Là. On a toujours des façons de faire, là, entre autres avec le plan d'échantillonnage qu'on vient comparer pour s'assurer justement de la qualité des résultats. Donc, effectivement, oui, il y a toujours des comparaisons et des analyses qui sont faites pour justement statuer sur est-ce que les biais sont faibles ou élevés, est-ce que les R carrés sont faibles ou élevés. Donc, oui, on a toujours des méthodes d'analyse de la précision des résultats. Un, deux, ça marche? Oui. Tu as parlé de l'amélioration de l'estimation de l'âge dans les peuplements avec les cartes de perturbation. Est-ce que les coupes font partie de ça ou c'est juste les feux? Non, les coupes font partie de ça aussi. OK. C'est vraiment, on a créé des historiques et de feux et de coupes également. Est-ce qu'il y a une étude disponible sur les écarts qui ont été observés entre les anciennes estimations d'âge puis les nouvelles? Savoir c'est quoi la nature des biais qu'on traîne depuis longtemps? Pas à ma il y a peut-être les codes d'écologie qui ont fait des choses, là, mais je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Je ne suis pas certain. OK, merci. On a une autre question en ligne. À quel moment les données dans la zone de non-attribution des bois seront disponibles? Donc, à quel moment les données dans la... Oups, excusez. À quel moment les données dans la zone de non-attribution des bois seront disponibles? Non-attribution, on entend par les réserves, En fait, ça va suivre le cycle. Là. Les données sont disponibles pour l'ensemble du territoire. Là. Peu importe qu'on se retrouve dans un territoire d'agence ou un territoire d'UA. Si on se retrouve dans une réserve ou peu importe, même des territoires qui n'ont pas d'aménagement sont quand même complets puis il y a des résultats qui sont attribués à ces peuplements-là. Pour, évidemment, la partie sud de la limite nordique.
Sinon, on a une autre question. Dans l'approche ciblée, quand les peuplements ne sont pas rephoto-interprétés pour les essences, est-ce que la hauteur densité est au moins réinterprétée avec le LIDAR s'il est pris en même temps? Absolument. Oui, c'est la chose qui est mise à jour justement en fonction du LIDAR. Donc, la composition va demeurer la même, mais le LIDAR va permettre de justement mettre à jour ces données. On a une dernière question en ligne. Pourrait-on utiliser l'IA pour interpréter certains résultats de l'inventaire lors du 6e décennal? Absolument. On a déjà des projets à ce niveau-là. Je ne les ai pas présentés, c'était plus dans les activités de perspective ou les projets de perspective, là. Mais on a présenté un projet en cours avec l'intelligence artificielle pour nous aider à automatiser l'identification des essences. Donc, le projet est en cours, on a fait quelques projets pilotes sur des petits territoires pour l'instant. On est rendu à un projet de plus grande envergure. Puis certains algorithmes qui ont été définis, il y a certaines cartes qui ont été produites également. Donc, il reste encore du travail à faire, mais on avance dans ce dossier-là, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en ligne ou en salle? Bon, ben merci beaucoup, Jean-Gabriel. C'est la fin de notre café conférence forestier. On vous remercie pour votre présence et d'avoir participé en si grand nombre. Le prochain café conférence forestier sera le 27 février prochain, puis il portera sur le nouveau système de martelage en forêt feuillue et sera animé par Guillaume Moreau, qui est professeur au département. Puis l'enregistrement de la présentation se trouvera d'ici quelques jours sur le YouTube de l'OIFQ ou sur le site de l'OIFQ dans la section membres et activités passées. Donc, merci.